Bonjour maître Gaël Boven, je vous remercie d'être venu chez BAM. Donc vous êtes avocat au barreau de Bruxelles et vous intentez une action contre l'État belge. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Bonjour, merci de l'invitation, Monsieur Wouters. Ça fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour pouvoir expliquer notre action. Donc effectivement, on est sur le point d'intenter une action en justice devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Et cette action a pour fondement la lutte contre les mesures Corona. Je m'explique. Les derniers mois, à cause de la crise, on a reçu de plus en plus de demandes de différentes personnes, évidemment des entreprises, hein, donc des indépendants, petits indépendants, qui subissent les mesures Corona de plein fouet et ont pour certains dû même faire un vœu de faillite. Donc, à un moment donné, on s'est dit, comment faire pour leur venir en aide? Eh bien, la justice est là pour ça. Et en tant qu'avocat, je trouve que c'est de notre devoir de jouer notre rôle de contre-pouvoir et de porter la voix des citoyens en souffrance. Notre stratégie a été de se dire, attendons d'être assez nombreux. Donc là, le groupe sur Facebook est constitué d'environ 950 personnes. Et on estime que, pour l'instant, nous pourrions atteindre les 200 plaignants à agir en justice. Notre raisonnement est le suivant. Les mesures Covid sont prises par le gouvernement sur la base d'une loi de 2007 sur la sécurité civile qui prévoit effectivement un pouvoir exorbitant qui peut être utilisé par les autorités dans une période d'urgence, donc assez courte normalement, en cas de catastrophe naturelle, nucléaire. Donc ça, c'est le fondement de la loi. Pendant les premiers mois, nul doute que les autorités étaient tout à fait, on va dire, dans leur droit d'exercer ce pouvoir sans trop se soucier du délai d'urgence, parce que forcément, lorsque nous sommes frappés par une pandémie, on peut estimer que dans les premiers mois, l'urgence est effectivement établie. Mais il se trouve que, arrivé en mars 2021, où nous y sommes presque, nous arrivons bientôt à 1 an depuis les premières mesures du Corona, et effectivement, il y a lieu de considérer que cette période, ce temps d'urgence est résolu, est arrivé à son échéance. Donc, c'est pour ça que dans notre plainte, on nous a demandé d'agir sur 2 aspects. Le premier, vous l'aurez compris, est donc sur l'aspect de l'urgence, et sur cet aspect-là, donc, de demander au tribunal de déclarer illégales les mesures Corona qui frappent nos plaignants. Pourquoi ? Sur la base de l'article 159 de la Constitution, et sur la base du fait que le temps d'urgence étant arrivé à son échéance, on ne peut plus agir sur la base de la loi de 2007. Et donc, les mesures Corona sont illégales et doivent être alors écartées par le tribunal, la justice, pour parler plus large. Et ensuite, alors, l'autre aspect de notre plainte concerne la demande de dommages et intérêts. Pourquoi ? Parce que de très nombreux de nos plaignants nous ont expliqué que les mesures qu'ils subissaient étaient pour la plupart disproportionnées et donc leur causaient un dommage disproportionné. Un dommage qui, pour certains, a conduit directement à la faillite ou à l'arrêt de l'activité et donc à une grande souffrance parce que non seulement ces personnes sont frappées par la crise comme nous tous, Économiquement. Économiquement, mais même humainement, j'ai envie Bien de dire, entendu. par la crise, c'est pas facile pour les personnes qui ont des enfants. Enfin, il y a tellement de situations qu'on peut comprendre. La souffrance psychologique, la souffrance économique et sociale est très élevée en ce moment. Et donc, en plus de ça, ils ont été frappés économiquement par ces mesures. Et n'ont plus aucune alternative, à part faire cette plainte, participer à cette plainte, pour demander une réparation du dommage qui aurait été causé par l'excès de pouvoir en ce qui concerne les mesures du coronavirus. Okay. Et alors ici, juste pour quand même préciser ça aussi, cette action prend donc vraiment aussi son racine dans le rôle de la justice, le rôle que la justice a joué et le rôle de l'avocat. Nous jouons notre rôle de contre-pouvoir, tout simplement. À un moment donné, quand on se rend compte qu'il y a trop de gens qui se plaignent, il y a trop de gens qui souffrent, il est de notre devoir d'avocat de porter la voix de ces gens-là en justice. Et il est du devoir de la justice de jouer son rôle de troisième pouvoir, de contre-pouvoir et de modérateur, de régulateur.
la justice doit à un moment se dire, si l'équilibre est rompu, il faut à un moment pouvoir le rétablir. Et ça, j'en suis persuadé, c'est le rôle de la justice. C'est la balance, tout à fait. La balance. Donc, alors, vous avez parlé de la loi de 2007, mais la loi de 2007, est-ce qu'on peut considérer que la crise que nous avons vécue est de l'ordre d'une catastrophe naturelle? Disons que, pour ne pas rentrer dans trop de détails, parce que voilà, je ne suis pas non plus spécialiste de cette matière-là, mais je dirais qu'à mon estime, la pandémie peut quand même être considérée comme catastrophe au même titre qu'une catastrophe naturelle ou, ou nucléaire, parce que finalement, à qui est imputable? À qui cette crise peut être imputable? À personne. C'est comme, on dirait, c'est un cas de force majeure. En anglais, on parle du act of God. D'accord. Ok, donc c'est plus vraiment sur l'aspect, le caractère d'urgence qui vous semble maintenant être complètement dépassé. Et c'est ça la différence avec notre action que nous allons porter dans le mois qui suit, et les actions qui ont déjà été portées. Puisque forcément, celles qui avaient été intentées directement dans les premiers mois, on pouvait comprendre que la justice avait du mal à se positionner, étant donné qu'à ce moment-là, il était encore légitime de prendre des mesures, aussi fortes soient-elles, mais on était encore vraiment dans le creux de l'action et dans le délai d'urgence. Je pense que c'est incontestable. Okay. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on peut se poser des questions de savoir quelles ont été les évaluations qui ont été faites sur l'efficacité des mesures. On peut parler des restaurants, on peut parler, il y a eu aussi avec les coiffeurs, etc. Visiblement, on n'a pas eu vraiment d'études qui permettaient de confirmer l'efficacité des mesures. Et par contre, comme vous dites, il y a quand même un énorme problème quant aux dommages collatéraux que ces mesures occasionnent. Et est-ce que vous savez s'il y a déjà des estimations sur les dégâts sociaux, économiques, humains? Bien, c'est évidemment, on est dans du qualitatif, mais est-ce qu'au niveau, par exemple, économique, est-ce qu'on a déjà des vraies estimations de ce que ça a causé? Mais je pense que c'est encore difficile d'évaluer précisément à quel point cette crise aura eu un impact négatif sur la société et sur différents pans de la société. Mais j'ai entendu récemment dans les médias, en lisant un peu, qu'on avait jugé qu'il y avait 8 fois plus de plaintes, de problèmes au niveau psychologique. Donc le nombre de demandes d'aide au niveau psychologique en ce qui concernait les adolescents, les enfants, les jeunes, avait augmenté par 8. Oui. Donc ça, c'est quand même un indicateur. C'est un indicateur. On a entendu aussi qu'au niveau de l'économie, la Banque nationale ne donnait vraiment pas beaucoup d'estimation, mais considérait qu'on allait être dans une crise avec une profondeur bien plus importante que la crise de 2008. Oui. Et on parlait des faillites, mais je crois qu'il y avait un moratoire sur les faillites. Oui, exactement. Et le moratoire, effectivement, je pense, a été une bonne mesure parce qu'elle a permis à certaines personnes de se maintenir la tête en dehors de l'eau et de survivre. Et j'ai cru comprendre que le moratoire avait pris fin il y a peu et qui avait été remplacé par une mesure un peu plus complexe mais plus efficace de réorganisation judiciaire. D'accord. Et alors ça concerne quoi, l'endettement des indépendants? Mais c'est en fait à partir d'un moment on considère, on analyse sa situation et on se rend compte que on est à deux doigts de mettre la clé sur le paillasson. Il est possible alors de demander la protection en justice pour que les créanciers ne puissent plus venir saisir ou continuer à nous pousser dans le rouge. Okay. Et à ce moment-là, alors on est aidé par tous les acteurs du monde judiciaire qui sont spécialisés là-dedans. Ah oui, c'est une question importante pour les indépendants. C'est très important. Et alors, dernière question, donc vous allez intenter votre action en justice. Quand est-ce qu'elle va être déposée? Quels sont les délais espérés? Est-ce qu'il y a éventuellement la possibilité d'un appel? Donc c'est un petit peu plus de détails là-dessus. Oui, écoutez, pour l'instant, on laisse encore la possibilité aux entrepreneurs de s'inscrire. Donc on ne voudrait pas être trop rapide non plus pour laisser encore la possibilité à tout le monde de s'inscrire. Mais on estime qu'on devrait être en mesure d'intenter notre action dans le courant du mois de mars. Donc avant la fin du mois de mars,
on devrait être devant le tribunal de première instance. Et alors, en ce qui concerne le temps de l'analyse à proprement parler devant le tribunal et de la décision qui serait prise in fine, c'est difficile à dire parce que vous le savez comme moi, le temps de la justice peut parfois être jugé long. Non, oui, tout à fait. Mais d'où effectivement, alors, même si ça ne peut pas jouer... Mais il est souvent nécessaire de prendre aussi le temps bien entendu. de bien analyser, de décortiquer les arguments des uns des autres et de tirer une conclusion justifiée. Oui, 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 tout à fait. C'est le temps de la justice, d'où effectivement alors la demande aussi d'avoir des dommages d'intérêt, ce qui pourrait éventuellement compenser tout le temps qui a été perdu. Voilà, c'est ça. En tout cas, compenser une partie. Oui. Ce qui ferait déjà... Et après, alors évidemment, on n'a pas parlé de cet aspect-là, mais c'est vrai que cette plainte a aussi pour dessein le symbolisme de pouvoir dire aux citoyens en souffrance que on les entend et qu'on est là pour les soutenir. Oui, éventuellement de mettre aussi une pression à la fois médiatique et auprès des autorités. C'est ça, effectivement, permettre, je pense qu'ils en sont conscients, évidemment que les autorités ne vivent pas dans un monde parallèle, mais je pense qu'effectivement, c'est encore une étape supplémentaire vers la prise de conscience profonde de la souffrance qu'engendre cette crise et de la réalité, pour l'instant, assez déplorable et insoutenable, qui est due au coronavirus. Ok, en tout cas, prendre conscience qu'il faut peut-être tendre un peu plus l'oreille et alors aussi prendre conscience que nous sommes en Belgique, nous avons la chance d'avoir de brillants scientifiques et qu'il serait peut-être efficace, optimal d'élargir la base de scientifiques qu'on écoute, étant donné qu'il y a quand même certains professeurs émérites, on a un peu de tout, hein, de tous les niveaux, et surtout du plus haut niveau qui s'exprime. Oui, et qui malheureusement n'ont pas vraiment droit au chapitre dans le groupe des experts, puisque nous on en a interrogé quelques-uns, hein, donc Oui. il y a eu, on a interviewé Bernard Rentier, qui est virologue, qui était recteur à l'université de Liège, donc ça va sortir bientôt sur BAM. En tout cas, on vous remercie, on vous souhaite bonne chance. Hein. Je vous remercie également. Oui, il en faudra. Hein, c'est une action complexe. Et alors, on ne manquera pas de suivre le dossier, donc tenez-nous au courant. On vous tiendra au courant, en tout cas en fonction du nombre d'inscriptions. On sera fixé en ce qui concerne cette action. D'accord, merci. Je vous remercie.